Alors salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui je voulais partager avec vous les raisons pour lesquelles je pense que les entrepreneurs africains ne devraient pas garder leur argent dans leur compte en banque. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde encore une fois, bienvenue sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Manono. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Prenez le temps de liker, subscribe, laisser les commentaires. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, merci infiniment pour votre support. Alors pourquoi je pense que les entrepreneurs africains ne devraient pas garder leur argent dans leur compte en banque? Et si la réponse est simple, c'est à cause du risque. Et vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi le risque? Le risque, c'est ce qui va faire échouer votre entreprise. Si vous n'arrivez pas à manager votre risque, votre entreprise ne va pas aller de l'avant. Et ça, c'est surtout important quand vous êtes en train de parler en termes d'investissement. Chaque fois que vous êtes en train d'investir dans quelque chose, vous devez être en mesure d'évaluer le risque de cet investissement. Parce qu'il ne faut pas que vous perdez votre argent. Beaucoup d'investisseurs mettent l'argent dans quelque chose sans pourtant évaluer les risques et à la fin, c'est eux qui perdent tout. Donc, il est vraiment important pour les entrepreneurs de pouvoir évaluer le risque. Et ici, quand vous êtes en train de penser au risque, vous êtes en train de vous dire, par exemple, que vous avez un 10 000 $, un 20 000 $ ou bien $1 million. Qu'est-ce que vous devez faire vraiment en réalité avec cet argent? Les entrepreneurs, eux, ils vont investir dans quelque chose, dans une activité. Mais si vous n'êtes pas un entrepreneur, vous allez prendre seulement cet argent et l'épargner dans votre compte en banque et sûrement avoir quelques intérêts, peut-être c'est 2% l'année ou bien des choses comme ça. Mais vous allez voir, par exemple, si vous suivez les news ici aux États-Unis, vous allez remarquer qu'il y a une des plus grandes banques ici aux États-Unis qui vient de faire faillite. Et la raison pourquoi elle a fait faillite, c'est pas important, c'est souvent les mêmes raisons. Les personnes qui sont à la tête, les dirigeants de l'entreprise, ont pris certains risques et ces risques les a coûtés, ça les a coûté carrément leur business. Donc c'est toujours un peu ça la même histoire. Je ne connais pas trop vraiment les détails de ce qui s'est passé, mais comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose d'important. La plupart de ces histoires, c'est souvent la même chose. C'est l'évaluation du risque. Vous allez voir qu'il y avait peut-être des exécutifs ou bien des dirigeants, les DG et tout ça. Ils ont pris certains risques en faisant certains investissements, mais ils n'ont pas assez bien évalué ces risques. Et ce sont souvent des décisions comme ça qui reviennent et ça impacte l'entreprise. Donc c'est un peu ça que vous devez aussi retenir dans ce cas. C'est la banque où vous êtes en train de mettre votre argent. Ces gens aussi, ils sont responsables de prendre votre argent et d'investir dans d'autres activités. Et eux aussi, s'ils n'arrivent pas à évaluer le risque et à investir dans une bonne activité qui sera peut-être rentable pour vous, vous risquez aussi de perdre votre argent. Donc, quand les gens en Afrique ont cette misconception que quand vous mettez l'argent dans votre banque, dans votre compte en banque, votre argent est safe, ou bien votre argent, rien ne va l'arriver, c'est quelque chose qui est, c'est pas toujours vrai. Vous devez savoir que ces gens, les banquiers, sont aussi des entrepreneurs. Donc, quand vous mettez votre argent dans ces comptes en banque, il y a aussi un risque que vous puissiez perdre cet argent. Oui, c'est vrai que le risque n'est pas peut-être aussi grand que, par exemple, si vous mettez l'argent en dessous de votre matelas ou bien vous le gardez à la maison. Mais il y a quand même un risque dans tout ça. C'est une banque qui se trouve à San Francisco. Elle fait beaucoup d'activités à San Francisco, vers Silicon Valley. Le nom même de la banque, c'est Silicon Valley Bank. Donc, c'est une banque qui emprunte beaucoup, ou bien qui prête beaucoup d'argent aux startups. Et vous allez voir que beaucoup de ces startups, ce sont des startups, c'est pas seulement des startups américains. Il y a des startups chinois, il y a des startups indiens. Et c'est un peu comme ça que la technologie fonctionne aux États-Unis. Et ces pays-là qui sont en voie de développement, vous allez voir qu'ils investissent beaucoup ici aux États-Unis. Et c'est ça que je disais même dans un autre épisode, que vous êtes en train de voir la Chine et l'Inde, vous voyez leur développement, et vous croyez que ce développement vient seulement de leur pays. Le développement aussi vient à partir de leurs activités à l'extérieur de la Chine, de leurs pays respectifs. Donc ça, c'est quelque chose aussi important que vous devez considérer
quand vous êtes en train de parler des intérêts de la Chine et de l'Inde et tout. Ces pays, souvent, ce qu'ils font, ils donnent des prêts aux citoyens indiens et aux citoyens chinois pour aller investir aux États-Unis. Et cette stratégie-là les rend quand même un peu importants dans l'économie américaine. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'ils ont des lobbies, ils ont une voix. Donc, même si aujourd'hui les États-Unis veulent sanctionner la Chine ou bien sanctionner l'Inde, il y a des voix à l'intérieur des États-Unis qui seront là aussi pour influencer la politique parce que ces pays créent beaucoup d'emplois ici aux États-Unis aussi. Donc ça, c'est toujours quelque chose que vous aussi, les Africains, vous devez considérer en termes de géostratégie ou bien de comment influencer les autres pays occidentaux et tout ça, et ne pas seulement vous laisser influencer par eux. Et c'est la chose dont je suis vraiment en train de vous parler dans l'émission d'aujourd'hui. Nous, on doit plus commencer aussi à investir à l'étranger. Donc, comme je vous disais, cette banque-là a fait faillite et sa faillite a impacté plusieurs business. Et pourquoi ça a impacté plusieurs business? Vous allez dire, par exemple, que ici, les banques sont assurées. L'assurance du gouvernement est seulement de 250 000 $, je crois, par compte. Ça veut dire que si vous êtes une personne aux États-Unis ou bien vous avez votre activité et vous avez 500 000 $ dans un compte bancaire et que la banque, cette banque-là fasse faillite, vous, le gouvernement, le gouvernement fédéral américain va seulement vous assurer 250 000 $. Ça veut dire que les autres 250 000 $ là, c'est entre vous et la personne à qui vous avez donné l'argent, la banque. Donc eux, c'est pas leur problème. Vous devez peut-être poursuivre la banque en justice et voir comment vous allez pouvoir récupérer les autres 250 000. Mais par compte bancaire, le gouvernement américain assure 250 000 $. Et vous allez voir qu'il y a une habitude que les immigrants, et ça c'est quelque chose que nous faisons souvent, la plupart des immigrés, eux, ils n'aiment pas ouvrir plusieurs comptes bancaires. Ça veut dire que ces entrepreneurs chinois et ces entrepreneurs indiens, quand ils sont partis à Silicon Valley, ou bien même d'autres entrepreneurs américains, la nouvelle génération vraiment n'est pas vraiment habituée à penser à ces choses. Eux, ils sont partis à Silicon Valley, ils ont ouvert des comptes en banque là-bas. Ils ont commencé leurs activités, ils faisaient beaucoup de choses. Et vous voyez maintenant que la faillite de cette banque, comment ça les a impactés eux. Donc, si vous avez un compte bancaire ou bien vous avez deux et vous êtes un entrepreneur comme ça qui supporte toute une entreprise et que seulement 250 000 $ peut être assuré par le gouvernement, c'est quelque chose vraiment de grave. Et la stratégie ici, vraiment aux États-Unis, est que quand vous avez plus de 250 000 $, ou bien disons que vous avez 500 000 ou bien 1 million en banque, ce que vous devez faire normalement, c'est de pouvoir éparpiller cet argent et le mettre dans plusieurs comptes bancaires. De telle façon que si la banque fait faillite, ou bien fasse faillite, vous serez en mesure de récupérer 250. Tous les comptes seront assurés carrément. Donc c'est un peu ça la stratégie. Donc ici, on est en train de vous parler de diversifier. Et c'est ça que les gens qui se connaissent en finance, en économie et en business vous disent souvent. Vous devez toujours essayer de diversifier. Même quand vous êtes en train de penser à épargner votre argent, vous devez toujours penser à une forme de diversification de votre épargne. Et c'est ici que je vous dis que vous allez voir que même beaucoup de ces startups, ceux qui ont été prudents, ont peut-être mis 250 000 $ dans leur compte bancaire. Peut-être c'est ça qui va être remboursé par le gouvernement. Et le reste de leur argent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont gardé cash. Ils ont peut-être mis ça dans d'autres activités. Ils ont investi sûrement dans d'autres startups. Ils ont investi peut-être dans d'autres compagnies. Donc cet argent-là au-dessus, elle est en train aussi de bouger. Mais la plupart des gens, comme je vous disais, ont gardé leur argent dans un seul compte. Et le fait que la banque ait fait faillite, c'est vraiment quelque chose qui a impacté leurs opérations. Et les experts économistes ici voient que c'est un impact qui aura un peu un effet qui va trickle down et toucher un peu plusieurs banques. Je crois qu'il y a une autre banque encore qui a fait faillite. Donc, ça risque d'avoir un peu un impact un peu sur la société. Ou bien, ils espèrent que ça va s'arrêter là.
mais on ne sait jamais avec l'économie où les choses vont partir. Donc chaque fois qu'il y a des banques comme ça, des grandes banques comme ça font faillite, il y a un impact grave dans la société. Et jusqu'à présent, les gens sont un peu en train d'observer, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des discussions qui se font pour savoir s'ils doivent bail out, si le gouvernement doit intervenir pour permettre que cette banque-là ne puisse pas faire faillite. Et ça, c'est toujours un sujet qui est un peu très compliqué parce que le gouvernement va bail out avec l'argent des taxpayers. Les gens, nous, les gens qui sont en train de payer les taxes aux États-Unis. Les Américains ne sont pas des fanatiques de donner l'argent à ces gens, ou bien ils ne sont plus fanatiques de donner l'argent à ces grandes compagnies qui font des risques, qui prennent des risques avec cet argent, avec leur argent, et ils perdent du tout. Et après tout ça, d'abord, ils ont déjà des bénéfices sur les taxes et tout. Ils ont des bonus. Tous les CEO, là, ils ont des grands bonus. Même avant que cette banque ici fasse faillite, les CEO ont eu des grands bonus. Les managers ont eu des grands bonus. Donc, ils prennent beaucoup de risques. Et leur compagnie fait faillite avec notre argent. Et vous, le gouvernement, vous voulez maintenant prendre encore notre argent, les donner, et ils vont encore utiliser cet argent pour leur bonus et tout ça. Donc les riches ont trop d'avantages et ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... L'opinion publique américaine n'est pas vraiment content quand vous êtes en train de parler de bail-out. Donc ça c'était quelque chose qui est vraiment important, même pour nous les Africains, surtout quand vous êtes en train de parler en tant qu'entrepreneur en Afrique. Sûrement vous avez des 1 million, vous avez des 2 millions, vous êtes un homme riche en Afrique avec beaucoup d'argent. Vous prenez cet argent-là et vous mettez ça dans les banques africaines. Les banques africaines, je ne sais pas s'ils ont de l'assurance. Je sais qu'en République démocratique du Congo, BIAC avait fait faillite. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore récupéré leur argent. Il y a une autre banque, quelques banques là qui essaient aussi de... Il y avait des rumeurs qu'elles ne se portaient pas vraiment très bien. Les gens commençaient à... voulaient même se précipiter pour commencer à retirer leur argent. Donc, c'est encore plus compliqué quand vous êtes en Afrique parce que je ne connais pas vraiment, je ne sais pas s'il y a une limite d'assurance que si vous perdez ce montant ici, je ne crois même pas qu'il y en a, que si vous perdez peut-être 20 000 $ dans votre compte, le gouvernement va vous remettre 5 000 ou bien 10 000, va vous assurer sur ce dépôt. Donc, c'est quelque chose vraiment, si vous êtes en Afrique, évitez à tout prix de mettre des grandes sommes comme ça d'argent dans un compte bancaire. Ce que vous devez faire, c'est la même chose que tous les économistes disent souvent. Vous devez diversifier. Même dans votre emprunt, vous devez être en mesure de diversifier dans votre épargne, je veux dire, vous devez être en mesure de diversifier vos épargnes. Et pour moi, la meilleure façon de diversifier votre épargne, c'est de pouvoir l'investir. Ne gardez pas cet argent dans votre compte en banque. Ici, j'étais en train de vous parler des startups qui sont à San Francisco. Ceux qui ont été malins ont gardé peut-être 250 000 $ dans ces comptes, ou bien ils ont mis 250 000 entre 3 comptes, et l'argent qu'ils avaient de surplus, ils ont pris cet argent et ils ont investi ça dans d'autres entreprises. Si ces entreprises ont aussi gardé cet argent dans le même compte, mais c'est là maintenant que le risque est encore plus élevé, mais en termes d'investissement, sûrement ils ont investi dans des entreprises qui gardaient de l'argent quelque part d'autre, d'une autre façon. Peut-être c'est des entreprises dans le real estate, des entreprises dans le pharmaceutical, des entreprises dans le shipping, donc dans le marketing. Ça peut être, ils ont pris cet argent et ils l'ont investi dans d'autres entreprises. Donc ça, c'est ce que beaucoup de business ici aux États-Unis même font. J'ai dit ça dans un autre épisode aussi, surtout les Africains qui sont dans des pays francophones, parce que les anglophones commencent à le faire. Les Nigériens, les Ghanéens, vous les voyez ici aux États-Unis acheter des real estates, ils commencent à faire des business, ils ont des magasins, des stations d'essence et des histoires comme ça. Ils commencent ils entrent dans le franchising et toutes ces histoires. Donc eux, ils le font. C'est seulement les Africains francophones qui ont un peu qui ne se connaissent pas, je ne sais pas s'ils ont peur ou bien ou quoi, mais c'est eux vraiment qui ne se lancent pas dans l'investissement ici aux États-Unis, dans le real estate ou bien dans l'achat des magasins et tout ça. On a des petites activités qu'on fait, mais c'est pas vraiment, c'est pas dans le même scale que les autres Africains anglophones et tout ça, où eux, ils se lancent vraiment dans des grandes choses.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en tant qu'Africain. C'est vraiment, vraiment important qu'on le fasse, comme je vous disais, du point de vue politique, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une voix aux États-Unis. Quand vous êtes en train de parler des sanctions à d'autres pays, vous êtes en train de parler d'un support pour notre cause, c'est souvent les pays qui ont investi aux États-Unis que les États-Unis supportent. Ou bien les pays qui ont investi aux États-Unis, les États-Unis ont souvent des résolutions en leur faveur. Parce que le fait qu'ils soient présents aux États-Unis impacte aussi positivement l'économie américaine. Donc il est important que les Africains, vous ne puissiez pas être là seulement pour recevoir des Occidentaux, mais que vous puissiez être aussi en mesure d'investir chez eux. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont commencer à vous traiter avec respect. Là, ils n'auront pas moyen de vous faire certaines sanctions parce que ça va aussi impacter leur peuple. Donc, du point de vue stratégique, géopolitique, c'est important pour que les Africains le fassent. Du point de vue de l'entrepreneuriat, c'est aussi important que vous puissiez, que vous le fassiez. Parce que quand je suis en train de vous dire ici, on est en train de parler de risque. Le risque que vous êtes en train à quoi vous êtes en train de faire face, si vous avez 1 million de dollars dans un compte bancaire en République démocratique du Congo, c'est plus que le risque de l'investissement. Moi, par exemple, pour quelqu'un qui a 1 million de dollars dans son compte au Congo, moi, ce que je veux le dire de faire, c'est mettre, si le Congo, par exemple, assure 10 000 dollars par compte, si la banque fait faillite, je vais vous le dire, laissez 10 000 dollars à l'intérieur, ou bien laissez même 100 000 dollars. Au cas où vous avez quelques histoires que vous devez faire, quelques activités. Le reste de l'argent, je vais vous dire de mettre ça dans plusieurs activités. Mettez ça dans une ferme, mettez ça dans le real estate, achetez-vous quelques properties, mettez des locataires. Si vous n'arrivez pas à le faire aussi en République démocratique du Congo ou en Afrique, essayez de contacter vos frères, vos amis ou bien des connaissances que vous avez à l'étranger pour essayer d'investir cet argent aussi à l'étranger. Parce que là, maintenant, vous êtes en train d'investir dans des économies qui sont un peu plus stables. Et ici, quand je suis en train de vous parler de diversifier, ce n'est pas seulement diversifier votre épargne en termes de où vous vous trouvez. Ce n'est pas seulement que vous devez mettre votre argent en République démocratique du Congo dans différentes activités, mais c'est aussi que vous devez penser à diversifier en termes de pays. La République démocratique du Congo n'est pas vraiment un pays qui est très stable. Donc c'est important que si vous avez 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, vous avez 50 000 dollars, 500 000 dollars, que tout cet argent ne soit pas seulement en République démocratique du Congo. Vous devez aussi diversifier en termes de pays. Mettez ça en République démocratique du Congo, mettez un peu en Côte d'Ivoire, commencez des activités au Cameroun, mettez un peu aux États-Unis. C'est comme ça que vous devez diversifier aussi en termes, si vous avez cette possibilité de le faire. Donc si vous êtes quelqu'un qui a de l'argent aux États-Unis, ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme moi-même qui cherchent seulement le financement. Parce que, comme je vous disais dans un autre épisode, ici, beaucoup d'Africains peuvent faire le real estate ici aux États-Unis. Ça veut dire que dans ma stratégie, moi, ce n'est pas une stratégie d'essayer de flip ou bien des trucs comme ça. C'est une stratégie de buy and hold. Ma stratégie est de pouvoir acheter des real estates et de pouvoir garder ces real estates, mettre des locataires à l'intérieur et commencer à gagner avec le appreciation de la valeur de ce real estate et le cash flow qui vient chaque mois avec le loyer. Donc moi, c'est vraiment, tu achètes ton real estate et tu le gardes. Je n'ai pas l'intention de le vendre ou bien faire quelque chose d'autre. Mais ce qui nous empêche souvent de pouvoir nous taper plusieurs real estates, c'est seulement le capital, c'est seulement le financement. C'est ici maintenant que les gens qui ont de l'argent en République démocratique du Congo, en Afrique, deviennent maintenant importants. Comme je vous disais, les Indiens et les Chinois, leur gouvernement les donne des prêts pour qu'ils puissent investir aux États-Unis. Vous, maintenant, en Afrique, les gens riches, ceux qui ont de l'argent, doivent commencer à avoir cette mentalité. Jouer ce rôle-là où vous allez prendre votre argent, investir dans les Africains qui sont à l'extérieur, et comme ça, en même temps, vous créez aussi des richesses à l'extérieur.
Vous n'allez pas dire, ici aux États-Unis, on ne va pas vous dire que quelqu'un va vous donner l'argent. Disons par exemple que quelqu'un me contacte au Congo et il veut me donner 1 million de dollars pour m'acheter, qui veut investir dans mon entreprise. D'abord, quand il va me donner cet argent, c'est pas un problème pour moi d'aller à la banque et dire à la banque que j'ai reçu cet argent de cette personne. Ça peut être une personne et ça peut être une entreprise. Ceux qui sont malins en Afrique, ils vont commencer à créer des entreprises en Afrique et ils enregistrent ces entreprises en Afrique et ils sont en contact maintenant avec les Africains qui sont aux États-Unis et ils commencent à faire maintenant des partenariats d'entreprise-entreprise, like business to business. C'est ça maintenant qui va leur permettre l'accès au marché américain. Parce que quand je suis en train d'acheter ma maison, je peux dire que j'ai reçu mon argent d'une entreprise congolaise qui investit dans le real estate. Le CEO de l'entreprise, c'est ça. Leur compte bancaire, c'est ça. Et ces gens-là exigent qu'ils aient un lien qui puisse être sur la property. Et ici, quand on vous dit que vous avez un lien de votre property, c'est un peu comme quand vous êtes en train d'hypothéquer. Donc, si par exemple votre parent vous donne l'argent, disons que, en parlant un peu de parents, hein, pour éviter les entreprises, disons que vous voulez acheter un real estate ici aux États-Unis et que vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez demander à un cousin, à votre père, à votre mère ou bien à un ami de vous prêter cet argent. Et cet argent que votre ami vous donne, ça peut être un cadeau ou on vous donne sûrement un cadeau. Et quand vous allez acheter, vous allez faire vos papiers devant la banque, vous allez dire que c'est un cadeau. Ou bien ça peut aussi être un prêt. C'est-à-dire que votre ami peut vous donner de l'argent et vous dire que si cette maison-là se vend, tu dois me remettre mes 60 000 dollars, mes 200 000 dollars. C'est-à-dire que la banque aussi saura que 20 000 dollars de cette maison doit revenir à cette personne-là. Donc cette personne-là a un lien sur cette maison. Et ça, c'est quelque chose qui est possible de le faire ici aux États-Unis. Donc, même quand on est en train de penser en termes d'Africains que « Oh, je vais te donner l'argent, je vais t'envoyer l'argent aux États-Unis, tu vas fuir avec cet argent », quand vous donnez à quelqu'un l'argent aux États-Unis pour le real estate, pour qu'il puisse acheter une maison, si vous êtes malin, si vous connaissez le business, vous êtes un Africain et vous connaissez le business, vous saurez que vous pouvez être aussi dans les papiers de cet achat-là. Et ça va montrer aussi que vous êtes propriétaire de cette maison. Même si ce n'est pas vraiment propriétaire en termes vraiment de propriétaire, mais ça va montrer que vous avez des intérêts dans cette maison-là. Et quoi qu'il se fasse, si cette maison doit être vendue un jour, vous devez récupérer cet argent. Donc la banque sait ça, le propriétaire de la maison sait ça, et vous-même aussi vous savez ça, et c'est sur votre contrat partout. Et ces contrats, ce sont des contrats de 30 ans, de 35 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand vous êtes en Afrique maintenant et vous demandez maintenant des visas pour venir aux États-Unis et vous montrez que vous avez investi aux États-Unis, on vous laisse partir facilement. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les complications, vos rejets de visa, tout ça. Même si vous avez 20 000 dollars, même si vous avez 30 000 dollars, investissez ça à travers un Africain qui est aux États-Unis. Mettez ça sur les papiers. Votre nom est là ou bien le nom de votre entreprise. Ça va vous faciliter le visa pour arriver aux États-Unis. Les États-Unis, les Américains, ce qui les intéresse, c'est le business. Quand vous faites une demande de visa aux États-Unis et vous montrez que vous avez investi aux États-Unis, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire en tant qu'Africain. Quand vous faites des demandes de visa pour aller en vacances, ou bien aller pour travailler, ou bien pour aller couvrir un événement, là, ils peuvent vous compliquer. Même si tu es venu 20 fois, on va un peu te compliquer. Mais si tu les dis que tu as investi aux États-Unis et tu les montres les papiers que le nom de ton entreprise ou de toi-même sont là sur les papiers, c'est là que vous voyez directement qu'ils vous respectent, on vous donne le visa facilement. Et quand vous venez ici aussi, les banquiers vous respectent et ça vous donne encore la possibilité d'avoir plus de crédit. Donc ça, c'est quelque chose que les Africains doivent vraiment y penser. Et c'est un investissement qui est dans un pays stable, un pays où il y a une justice, que même si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vos enfants, les enfants de vos enfants, tant que les papiers sont là, vous serez toujours en mesure de prouver toutes ces histoires. Et ça, même le risque, c'est plus de votre côté.
que du côté des Américains. Eux, de leur côté, ils sauront que vous êtes toujours propriétaire. De votre côté, maintenant, vous devez être, la famille doit être bonne et tout ça, et espérant que ça ne va pas créer le désordre pour que quelqu'un puisse récupérer ses intérêts. Mais disons que vous gardez cet argent en Afrique, comme j'étais en train de vous dire aussi dans le passé, et que quand souvent la personne qui est le propriétaire ou bien la personne qui a construit l'entreprise, qui a fondé l'entreprise, une fois que cette personne meurt, l'argent en Afrique, ça disparaît. Vous avez 10 millions de dollars que vous avez dans votre compte en Afrique et que quand papa meurt, tout est parti. Tout va partir. Si vous n'êtes pas malin et vous n'investissez pas ça après, si vous êtes jeune surtout, vous savez ça déjà de vos parents. Combien de gens on a vu en Afrique là avec beaucoup d'argent, une fois que leur père est mort et décédé, ils ont perdu tout leur argent. Donc vous aussi, quand vous êtes un entrepreneur, vous savez que vous avez toutes ces histoires maintenant en Afrique. Pensez déjà à comment vous allez diversifier, non seulement à l'intérieur de vos pays, en République démocratique du Congo, dans les provinces, mais aussi pensez comment vous allez faire à l'extérieur du pays. Parce que être dans le même marché aussi représente, comme je vous dis, un risque pour votre entreprise et pour votre épargne. Et ici aussi aux États-Unis, cet argent, ne donnez pas ça à vos amis, à vos cousins qui vont mettre ça aussi dans leur compte bancaire. Comme je vous dis, mettre l'argent dans un compte, c'est un risque aussi que ça représente. Donc donnez ça à des gens qui peuvent prendre cet argent, et moi je vais recommander ceux qui sont dans le real estate. Donnez-leur cet argent, achetez des properties, achetez des real estate ici aux États-Unis. Ne soyez pas pressés comme en Afrique, parce que beaucoup de gens croient que quand vous investissez ici aux États-Unis dans le real estate, donc l'argent va venir chaque mois comme en Afrique. Non, ici c'est différent. Le système est différent. Mais comme je vous dis, long terme, c'est quelque chose vraiment qui sera vraiment bénéfique pour vous et pour votre famille. Parce que comme je vous dis, ces contrats sont des contrats de 35 ans, des contrats de 30 ans. Et quand vous avez des investissements comme ça dans le real estate aux États-Unis, ce sont des investissements qui gagnent souvent la valeur over time. Et donc dans le futur, c'était quelque chose qui sera vraiment très gagnant pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que les Africains doivent vraiment considérer. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Surtout que la banque ici aux États-Unis a fait faillite. Et beaucoup de gens en Afrique aiment garder leur argent dans le compte en banque. Beaucoup de gens qui ont de l'argent, beaucoup de gens qui ont des entreprises et tout, ils aiment garder leur argent dans le compte en banque au lieu d'investir cet argent sur d'autres Africains.